Yeah, unless you're sick, because then that kind of tells you you're sick. They say, I think I'm getting sick. Que se passe-t-il lorsque deux des plus grands acteurs d'Hollywood partagent une histoire commune, mais parlent rarement l'un de l'autre? Les deux légendes Dustin Hoffman et Gene Hackman ont marqué le cinéma de manière inoubliable grâce à leurs performances révolutionnaires. Pourtant, malgré leur amitié de longue date, Hoffman est resté très discret sur Hackman. Avec le récent décès de Hackman en février 2025, quelques jours seulement après celui de sa femme Betsy Arakawa, Hoffman se confie enfin. Qu'avait-il à dire? Et pourquoi a-t-il attendu si longtemps? Découvrons-le. Corpse Dustin Hoffman, Gene Hackman. Amitié et difficulté. Pouvez-vous imaginer pendant une minute deux des plus grands acteurs d'Hollywood qui ont du mal à payer leur loyer, qui font des petits boulots et qui entendent sans cesse que vous n'y arriverez jamais? C'était la réalité de Dustin Hoffman et Gene Hackman bien avant qu'ils ne deviennent des noms connus. Ils ne sont pas nés dans la célébrité ou la richesse et n'étaient pas considérés comme des acteurs principaux conventionnels. Cependant, quelque chose dans leur lutte commune a formé un lien qui a duré toute leur vie, même si Hollywood les a ensuite poussés sur des chemins différents. Hoffman et Hackman n'étaient pas les acteurs typiques, au visage frais et à la beauté éclatante, que Hollywood aimait engager. Aucun des deux hommes ne correspondait au modèle classique de la star de cinéma. Grande et robuste, Hackman s'est souvent entendu dire qu'il avait l'air trop rude et peu raffiné. Quant à Hoffman, sa petite taille et son apparence peu conventionnelle étaient souvent rejetés d'emblée. Ils se sont rencontrés à New York à la fin des années 1950. Tous deux rêvant de devenir acteurs, mais se heurtant à des refus à chaque occasion. Ils étaient jeunes, inconnus, et essayaient désespérément de percer dans une industrie qui semblait déterminée à les tenir à l'écart. Cependant, leur véritable connexion a commencé lorsqu'ils se sont tous deux formés au Pasadena Playhouse en Californie. C'est là qu'ils ont rencontré un autre acteur en difficulté, Robert Duvall, qui allait lui aussi devenir une légende. Hoffman a plus tard plaisanté dans une interview. À Pasadena, on nous considérait comme ceux qui n'y arriveraient pas. Ils m'ont élu celui qui avait le moins de chances de réussir. Je pense que Gene et moi avons pris ça personnellement. À vrai dire, ils n'étaient pas encore des célébrités à ce moment-là. Ils n'étaient que deux rêveurs fauchés qui comptaient l'un sur l'autre pour rester motivés. Les choses ne se sont pas arrangées lorsqu'ils ont déménagé à New York. Hoffman et Hackman partageaient un petit appartement délabré, partageant le loyer pour survivre. Dans une interview accordée à Vanity Fair, Hoffman a déclaré que l'endroit était si mauvais que les murs s'effondraient. Nous ne pouvions même pas nous permettre d'acheter des meubles. J'ai trouvé un matelas dans une ruelle. Je l'ai traîné à l'intérieur et c'était mon lit. Ils avaient à peine assez d'argent pour se nourrir, encore moins pour suivre des cours de théâtre. Hackman acceptait tous les petits boulots qu'il pouvait trouver, qu'il s'agisse de déménager des meubles, de servir des sodas ou d'être portier. Hoffman avait également sa part de petits boulots bizarres, notamment du travail de bureau dans un hôpital psychiatrique. Aucun des deux n'arrivait à percer à Hollywood et s'était même habitué au refus. Hackman, qui avait servi dans les Marines avant de se lancer dans le cinéma, était particulièrement dur avec lui-même. Un célèbre producteur hollywoodien lui a dit un jour, « Tu n'as pas ce qu'il faut pour être acteur. Tu devrais trouver une autre carrière. » Ce genre de critique sévère a écrasé de nombreux acteurs en herbe. Mais Hackman n'a pas abandonné, du moins pas entièrement. Parfois, Hackman a failli abandonner le métier d'acteur. Il n'obtenait pas de rôle, survivait à peine et avait l'impression de ne pas aller nulle part. Hoffman se souvient qu'il y avait des nuits où nous nous asseyions dans ce petit appartement et nous nous demandions si nous étions fous de penser que nous pouvions y arriver. Gene disait surtout, « Peut-être que ce n'est pas pour moi. » Dans tout cela, ils étaient l'un pour l'autre, ce qui faisait toute la différence. Chaque fois que l'un avait envie d'abandonner, l'autre le poussait à continuer. Des années plus tard, Hackman a déclaré au New York Times que sans des gars comme Dustin et Bobby, il aurait peut-être abandonné. Ils m'ont permis de rester dans le jeu. De petites victoires les ont aidés à continuer, même s'ils n'obtenaient pas de rôles importants. Hoffman a réussi à décrocher de petits rôles dans des pièces off-Broadway. Et Hackman a commencé à faire des apparitions mineures à la télévision.
Ils n'étaient pas encore célèbres à l'époque, mais ils s'en rapprochaient. Vous vous souvenez de ce dicton, un pas à la fois. L'un des premiers tournants décisifs s'est produit lorsque Hackman a été choisi pour jouer dans la série télévisée de 1964, The Invaders. Ce n'était pas un rôle important, mais c'était un travail régulier. À peu près à la même époque, Hoffman a commencé à se faire remarquer dans le théâtre new-yorkais, ce qui lui a valu un petit mais important rôle à Broadway. Les percées sont survenues quelques années plus tard. En 1967, Hoffman décroche le rôle de Buck Barrow dans Bonnie and Clyde, aux côtés de Warren Beatty et Faye Dunaway. Le film est un énorme succès, qui lui vaut sa première nomination aux Oscars. La même année, Hoffman est choisi pour jouer dans le lauréat de Mike Nichols, qui devient un phénomène culturel et fait de lui une star du jour au lendemain. Après avoir vécu des années avec des miettes, partagé un appartement et essuyé des refus, ils sont soudainement devenus deux des acteurs les plus en vue d'Hollywood. Malgré leurs difficultés initiales, les deux hommes ont remporté plusieurs Oscars et sont devenus parmi les plus grands acteurs de leur génération. Mais qu'est-il advenu de leur amitié après la célébrité? Leur lien est-il resté fort ou leurs carrières les ont-elles éloignés? Avant d'examiner cela, intéressons-nous à la jeunesse de Gene Hackman. La jeunesse de Gene Hackman. La jeunesse de Gene Hackman n'a pas été facile. Il a connu des difficultés, de l'instabilité et une aspiration à quelque chose de plus grand. Il est né le 30 janvier 1930 à San Bernardino, en Californie. Hackman a grandi dans une famille ouvrière qui avait du mal à trouver ses marques. Son père, Eugene Ezra Hackman, était opérateur de presse dans un journal, tandis que sa mère, Annalita Elizabeth, effectuait des petits boulots pour faire vivre la famille. La famille a souffert des conséquences de la Grande Dépression, et l'argent a donc toujours manqué. Dès son plus jeune âge, Hackman a été fasciné par le cinéma et la narration. C'était pour lui une façon d'échapper aux difficultés de la vie. Cependant, son enfance a changé à jamais lorsqu'il n'avait que 13 ans. Sans trop d'avertissement ni d'explication, son père a quitté la famille un jour, laissant le jeune Gene, son frère Richard et leur mère se débrouiller seuls. Hackman se souvient plus tard de ce moment avec un mélange de douleur et de détachement. J'étais debout dans la rue lorsque mon père est parti en voiture. Il a fait un signe de la main et c'est tout. L'image de son père qui partait, sans adieu cérémonieux ni aucun signe de regret, le suivit toute sa vie. L'absence d'une figure paternelle affecta profondément sa vie personnelle. C'est aussi ce qui donna naissance à son personnage d'acteur, de Red Pragmatic. Il parlait rarement de son père dans les interviews, et quand il le faisait, c'était souvent avec une certaine distance émotionnelle. Il est juste parti, disait Hackman, sans donner beaucoup plus de détails. Après le départ de son père, sa mère dut subvenir aux besoins de la famille, ce qui entraîna une instabilité supplémentaire. Ils déménagèrent fréquemment et Hackman se sentait comme un étranger dans chaque nouvel endroit. Il avait des difficultés à l'école, s'attirant souvent des ennuis et montrant peu d'intérêt pour les études. Cependant, sa nature rebelle lui donna également une forte tendance à l'indépendance qui allait plus tard définir sa carrière. À l'âge de 16 ans, Hackman en avait assez de la vie dans une petite ville et s'était enrôlé dans le corps des marines des États-Unis, où il avait menti sur son âge pour s'engager. C'était sa première véritable évasion. Un moyen de laisser derrière lui la douleur de l'abandon de son père et de commencer à forger sa propre identité. Collaborations à l'écran et occasions manquées. Pour deux acteurs qui ont commencé leur carrière côte à côte, Dustin Hoffman et Gene Hackman ont rarement partagé l'écran. Malgré leur talent indéniable et leur ascension similaire vers la gloire, Hollywood n'a jamais semblé les réunir dans un film important. À l'époque, les gens pensaient qu'ils évitaient intentionnellement de travailler ensemble. Mais les circonstances, les décisions de casting et les choix de carrière personnelle les ont séparés. Mais avec le recul, l'absence d'une véritable grande collaboration entre Hoffman et Hackman ressemble à l'une des occasions manquées d'Hollywood. Le seul grand film dans lequel ils ont partagé l'écran est Runaway Jury en 2003. Il s'agissait d'un thriller juridique basé sur le roman de John Grisham. À cette époque, les deux hommes étaient des légendes d'Hollywood, avec des décennies de performances acclamées par la critique et plusieurs Oscars à eux deux. Le film les opposait. Dans le film, Hackman est un consultant juridique impitoyable prêt à contourner la loi.
tandis que Hoffman est un avocat qui se bat pour la justice. Le réalisateur Gary Fleder a rappelé plus tard à quel point cette scène était importante. C'était comme regarder deux titans s'affronter enfin. On pouvait sentir le poids de leur histoire, des années qu'ils avaient passées dans cette industrie. Ce n'était pas seulement une scène, c'était des décennies de maîtrise d'acteurs réunis en un seul moment. Hoffman lui-même a admis plus tard que cela aurait dû se faire depuis longtemps. J'aurais aimé que nous fassions plus de choses ensemble. À ce stade, on se demande pourquoi ils ne l'ont pas fait. Il y avait de nombreux projets sur lesquels ils auraient pu collaborer. Mais pour une raison ou une autre, cela n'a jamais fonctionné. L'un des premiers projets qui a failli se concrétiser est French Connection en 1971. Le thriller policier qui a valu à Hackman son premier Oscar. Beaucoup ne savent pas que Hoffman avait été initialement pressenti pour le rôle de Popeye Doyle. Cependant, le réalisateur William Friedkin a estimé que Hackman convenait mieux au détective coriace et impitoyable, et le rôle lui a finalement été attribué. Rétrospectivement, il est difficile d'imaginer quelqu'un d'autre que Hackman dans ce rôle. Mais si Hoffman l'avait accepté, le film et sa carrière auraient pu prendre une direction très différente. Dit même, Hackman a été envisagé pour Kramer contre Kramer en 1969, le drame qui a valu à Hoffman son premier Oscar. Kramer in 1979, le drame qui a valu à Hoffman son premier Oscar. Le rôle de Ted Kramer, un père aux prises avec un divorce douloureux et une bataille pour la garde de ses enfants, exigeait une vulnérabilité émotionnelle. Hoffman a livré une performance qui a marqué sa carrière. Mais selon les premiers rapports, Hackman était également un candidat sérieux pour le rôle. La question demeure, pourquoi Hollywood n'a-t-il jamais réuni ces deux acteurs de manière significative? Certains pensent que leurs approches très différentes de l'interprétation ont fait hésiter les réalisateurs. Acteur dévoué à la méthode, Hoffman s'est complètement immergé dans ses rôles, parfois à l'extrême. Il a dit un jour au New York Times, « Je ne fais pas que jouer, je vis dans le personnage. C'est la seule façon que je connaisse. » Hackman, en revanche, était connu pour son pragmatisme. Il ne croyait pas à la méthode. Il se contentait d'interpréter un rôle et de le jouer. Le réalisateur William Friedkin a dit un jour, « Gene ne complique pas les choses. Il n'a pas besoin de souffrir pour un rôle. Il se contente de se présenter et de faire le travail mieux que quiconque. » Une autre raison possible de leur manque de collaboration était leur parcours professionnel différent. Si les deux hommes étaient connus pour leur intensité dramatique, leur choix de film différait. Hoffman se tournait vers des drames axés sur les personnages qui exploraient des luttes profondément personnelles et psychologiques, tandis que Hackman excellait dans les thrillers policiers, les films d'action et les rôles qui exigeaient une présence imposante. Le timing et les emplois du temps ont également joué un rôle. Tout au long des années 1997 et 1994, les deux acteurs ont été parmi les stars les plus demandées d'Hollywood. Leurs emplois du temps chargés leur ont rendu difficile de s'aligner sur un projet. À l'arrivée des années 2000, Hackman approchait de la retraite, tandis que Hoffman restait actif en acceptant des rôles difficiles. Hoffman a déclaré dans une interview avec Vanity Fair, « Au moment où nous aurions pu faire quelque chose, Gene s'était déjà retiré. J'ai toujours respecté cela chez lui. Il savait quand s'éloigner. » Les personnes proches des deux hommes ont souvent fait des commentaires sur leurs personnalités différentes. Robert Duvall, un autre acteur de poids et ami de longue date des deux, a dit un jour, « Ils n'ont jamais été en compétition comme les gens le pensaient. Ils se respectaient trop. Ils ont simplement pris des directions différentes, et c'est ainsi que les choses se sont passées. » Mike Nichols, qui a dirigé Hoffman dans Le Lauréat, exprime ce sentiment. Hollywood adore créer des rivalités, mais ce n'était pas le cas. Ils étaient juste deux gars qui ont pris des chemins différents pour arriver au même endroit. Le côté personnel, pour deux hommes qui ont commencé leur carrière ensemble. Leurs vies ont pris des tournures très différentes. Avec sa nature bavarde et introspective, Hoffman s'est souvent engagé auprès des médias et a continué à travailler jusque tard dans sa vie. Hoffman s'est marié 2 fois, a eu 6 enfants et s'est fait connaître pour ses discussions passionnées sur le métier d'acteur, évoquant souvent sa vie personnelle dans ses interviews. Hackman, en revanche, a toujours semblé mal à l'aise avec la culture de la célébrité. Il s'est également marié 2 fois
D'abord avec Faye Maltese, avec qui il a eu 3 enfants, puis avec Betsy Arakawa. Il a largement gardé sa vie personnelle en dehors de la sphère publique. Hackman, en revanche, a toujours semblé mal à l'aise avec la culture de la célébrité. Il s'est également marié 2 fois, d'abord avec Faye Maltese, avec qui il a eu 3 enfants, puis avec Betsy Arakawa. Il a largement gardé sa vie personnelle à l'écart des projecteurs. Son attitude envers la célébrité était simple. Il considérait le métier d'acteur comme un travail, et non comme une identité. Dans une rare interview accordée à Esquire, il a déclaré « Je n'ai pas besoin d'attention. Je veux travailler et rentrer chez moi. » Cette différence dans leur approche de la célébrité a peut-être contribué à leur éloignement au fil des ans. Hoffman était profondément absorbé par l'industrie, assistant fréquemment à des événements, donnant des interviews et restant sous les projecteurs. Hackman, quant à lui, s'est complètement éloigné d'Hollywood, préférant mener une vie plus tranquille à Sainte-Fe, au Nouveau-Mexique. L'une des questions les plus persistantes concernant leur relation est de savoir s'ils sont restés en contact au fil des ans. Contrairement à certaines amitiés hollywoodiennes qui perdurent au fil des décennies, peu de preuves publiques attestent que Hoffman et Hackman aient passé du temps ensemble après leur première dispute. Dans des interviews, Hoffman a souvent parlé avec affection de Hackman, mais n'a jamais indiqué qu'ils étaient en contact régulier. Interrogé par The Hollywood Reporter en 2005 pour savoir s'il était resté en contact avec Hackman, il a répondu « Pas vraiment, mais cela ne veut rien dire. La vie suit son cours, les carrières aussi. Cela ne change pas l'histoire que nous partageons. » Hackman, qui accordait encore moins d'interviews, était tout aussi silencieux. Lorsqu'un journaliste de Vanity Fair lui a demandé en 2008 s'il parlait encore à Hoffman ou à Robert Duvall, il a répondu « Pas autant que je le devrais ». Ce n'était pas une réponse dédaigneuse, mais elle renforçait l'idée que leur lien autrefois fort s'était estompé avec le temps. Selon des amis communs, cependant, il n'y avait pas de rancune, juste un éloignement naturel. Robert Duvall, leur ami de longue date, a fait remarquer un jour « Les gens veulent toujours dramatiser les choses. Mais parfois, la vie emmène les gens dans des directions différentes. » Bien qu'ils n'aient pas souvent été vus ensemble en public, certains moments ont révélé leur profond respect l'un pour l'autre. L'un de ces moments s'est produit en 1997, lorsque Hackman a remporté un Screen Actors Guild Award pour son rôle dans La Cage aux folles. Lors de son discours de remerciement, il a surpris le public en remerciant Hoffman, le qualifiant de l'un des meilleurs acteurs que j'ai jamais connu. C'était une reconnaissance rare de la part de Hackman, qui n'était pas connu pour ses gestes sentimentaux. Hoffman, lui aussi, a rendu hommage de manière subtile. Lors d'une interview avec Charlie Rose en 2012, il a parlé de ses premières années et a mentionné Hackman avec admiration. Gene est l'un des meilleurs. Il a une présence incroyable. On le croit dans tout ce qu'il fait. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut enseigner. C'est peut-être dans Runaway Jury en 2003, le seul grand film dans lequel ils ont partagé un temps d'écran significatif, que l'on a le plus pu se faire une idée de leur relation. Sur le plateau, ils auraient eu de longues conversations sur leurs débuts, se remémorant leurs difficultés à Hollywood. Le réalisateur Gary Fletter s'est souvenu. Ce n'étaient pas seulement 2 acteurs qui travaillaient ensemble. Il y avait une histoire, une véritable histoire. On pouvait le voir dans la façon dont ils se regardaient. Cependant, malgré leur respect mutuel évident, certains ont émis l'hypothèse qu'ils auraient pu avoir des conflits plus profonds et tacites. Bien qu'aucune querelle documentée n'existe, leurs personnalités différentes auraient pu entraîner des tensions au fil des ans. Une théorie est que l'approche méticuleuse, parfois obsessionnelle, de Hoffman en matière d'interprétation aurait pu entrer en conflit avec le style plus instinctif et direct de Hackman. Hoffman était connu pour son immersion totale dans ses rôles, poussant parfois ses partenaires et ses réalisateurs à bout par son intensité. Hackman, en revanche, était pragmatique. Il se présentait, faisait son travail et rentrait chez lui. Le réalisateur William Friedkin a un jour noté « Gene n'avait pas de patience pour les complications inutiles. Il aimait travailler vite, obtenir la prise et passer à autre chose. Je pouvais voir comment cela pouvait ne pas bien s'accorder avec quelqu'un comme Dustin.
D'autres pensent que leur distance naturelle était davantage liée à des valeurs personnelles. Hoffman a continué à jouer bien après ses 80 ans et est resté fidèle à l'industrie. Hackman, en revanche, a pris sa retraite en 2004 et n'a jamais regretté son choix, se consacrant plutôt à l'écriture et à la peinture. Interrogé sur sa retraite, Hoffman a déclaré un jour « Je ne sais pas comment m'arrêter. Le théâtre, c'est ce que je suis. » Hackman, quant à lui, a déclaré à GQ « J'ai fait ce que je devais faire. Ça ne me manque pas. » Les dernières années de Hackman et son impact. Au fil des ans, Gene Hackman a fait quelque chose d'inédit à Hollywood. Il a disparu, alors que de nombreux acteurs de sa stature ont continué à travailler jusqu'à un âge avancé. Hackman s'est retiré de l'industrie selon ses propres conditions. Pas de grande tournée d'adieu, pas de dernière performance en larmes, juste une sortie discrète. Son dernier rôle au cinéma remonte à 2004, dans Bienvenue à Mooseport, après quoi il s'est retiré des projecteurs, ne revenant jamais au métier d'acteur. Il a déclaré à GQ dans une rare interview des années plus tard « Cela ne me manque pas. J'ai eu mon heure de gloire. Et j'en ai fini. » Pendant plus de 20 ans, il a vécu dans un isolement presque total à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, loin de la machine hollywoodienne qui avait autrefois défini sa vie. Il n'y avait pas d'apparition publique lors des remises de prix ni de caméos nostalgiques dans les films modernes. De temps en temps, les paparazzis l'apercevaient en train de faire du vélo ou de faire des courses. Pourtant, Hackman est, pour l'essentiel, choisi de rester à l'écart, se consacrant à l'écriture de romans historiques et à une vie privée avec sa femme, Betsy Arakawa. De la vie générale, Betsy Arakawa a été le pilier de Hackman au cours de ces dernières décennies. Ils se sont mariés en 1991 après s'être rencontrés dans les années 1980 et, malgré leurs 30 ans de différence, leur relation était empreinte d'une profonde complicité et d'un soutien mutuel. Ancienne pianiste classique, Betsy Arakawa devint une présence constante dans la vie de Gene Hackman après qu'il se soit retiré du monde du cinéma. Elle l'aida à se protéger du monde extérieur, ce qui lui permit de profiter de sa vie tranquille sans les pressions de la célébrité. Les proches du couple disent qu'elle était sa principale aidante lorsque sa santé commença à décliner dans ces dernières années. Gene Hackman et sa femme, Betsy Arakawa, ont été retrouvés morts dans leur maison de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, le 26 février 2025. Cette découverte a choqué Hollywood et ceux qui avaient suivi les dernières années de reclus du légendaire acteur. Les circonstances de leur mort n'étaient pas claires au départ, mais une conférence de presse donnée le 7 mars par le Dr. Heather Jarrell, médecin légiste en chef, a permis de faire la lumière sur leurs derniers jours. Selon le Dr. Jarrell, les enquêteurs ont déterminé que Betsy Arakawa était décédée la première, le 11 février, des suites du syndrome pulmonaire à hantavirus, un virus rare mais mortel principalement transmis par les rongeurs. Hackman, déjà en mauvaise santé, aurait succombé une semaine plus tard, le 18 février, d'une maladie cardiovasculaire hypertensive et athérosclérotique. Le médecin a également cité la maladie d'Alzheimer, contre laquelle il luttait depuis quelques années, comme un facteur contributif important. La révélation la plus déchirante a peut-être été la possibilité que Hackman n'ait même pas été conscient du décès de sa femme. Avec sa maladie d'Alzheimer avancée, les enquêteurs pensent qu'il n'a peut-être pas compris ce qui s'était passé ni pris de mesures en conséquence. Lorsqu'on l'a retrouvé, son corps ne présentait aucun signe de déshydratation, mais son estomac était vide, ce qui indiquait qu'il n'avait pas mangé depuis un certain temps. Un ami de longue date a déclaré à Vanity Fair que Betsy était tout pour lui. Elle était sa meilleure amie. Sa protectrice est, à bien des égards, la raison pour laquelle il avait pu vivre ses dernières années en paix. Si Hackman est resté mentalement vif jusqu'à l'âge de 90 ans, sa santé physique était de plus en plus préoccupante. Des rapports faisant état d'une mobilité déclinante ont fait surface en 2023, lorsque des photos l'ont montré frêle alors qu'il faisait des courses. Bien que Hackman n'ait jamais parlé publiquement de problèmes de santé graves, des sources proches ont indiqué qu'il souffrait de maladies liées à l'âge depuis plusieurs années. Le véritable coup dur est toutefois survenu au début de l'année 2025, lorsque sa femme, Betsy, est décédée subitement.
Cette perte a dévasté Hackman, et ses proches disent qu'il n'a plus jamais été le même par la suite. Un ami de la famille a déclaré au Hollywood Reporter que cela avait brisé quelque chose en lui. Ils avaient été ensemble si longtemps que sa perte lui avait arraché une partie de son âme. Moins d'une semaine plus tard, Hackman lui-même décédait à l'âge de 95 ans. Hackman avait passé ses dernières années dans la solitude, mais son héritage était loin d'être oublié. Ses performances dans French Connection, Impitoyable, Mississippi Burning et d'innombrables autres films sont restés des incontournables de l'histoire du cinéma. De nouvelles générations d'acteurs continuent de le citer comme une influence, et sa capacité à apporter une authenticité brute à chaque rôle est toujours étudiée dans les écoles d'art dramatique. Son héritage le plus incroyable est la façon dont il se comportait. Hackman n'a jamais cherché la gloire. Il a cherché la vérité dans son travail, et quand il a senti qu'il n'avait plus rien à prouver, il est parti. Non pas parce qu'il était amer, non pas parce qu'il avait perdu sa passion, mais parce qu'il avait fait exactement ce qu'il s'était fixé comme objectif. La révélation de Hoffman. Pendant des années, Dustin Hoffman a gardé le silence sur sa relation avec Gene Hackman. Malgré leur passé commun, leur ascension mutuelle vers la célébrité et leurs rôles occasionnels dans les mêmes films, ils parlaient rarement de leurs liens personnels. Hollywood a supposé que les médias essayaient de creuser, et les fans restaient curieux. Miles Hoffman, toujours aussi bavard au cinéma mais sélectif dans la vie réelle, gardait ses pensées pour lui. Tout a changé en février 2025, lorsque la nouvelle du décès de Hackman a pris le monde du divertissement par surprise. Pour la première fois depuis des années, Hoffman a révélé quelque chose sur son ami de longue date. Ce n'était pas seulement pour honorer Hackman, mais pour partager la vérité sur leurs liens, leur distance et le respect qui avaient duré toute une vie. Beaucoup se sont posé des questions, comme « Pourquoi maintenant ?» La réponse la plus simple est qu'il s'agissait d'un rare moment de vulnérabilité pour Hoffman, qui était devenu plus réfléchi au cours de ces dernières années. À 87 ans, il a avoué au Hollywood Reporter « Je n'ai jamais aimé parler des gens de leur vivant. » Surtout de quelqu'un comme Gene. Il était discret. Il ne voulait pas entendre son nom dans les potins ou les commérages d'Hollywood. Mais maintenant, je pense qu'il est temps. L'élan d'amour pour Hackman après sa mort, venu de différents horizons, avait profondément ému Hoffman. Sur les réseaux sociaux, acteurs, réalisateurs et fans ont partagé leur admiration pour l'homme qui avait incarné des personnages réalistes pendant des décennies. Kevin Costner l'a qualifié d'acteur, tandis que Robert Duvall, le dernier de leur trio de leur jour d'acteurs en difficulté, a déclaré « Nous n'étions que des enfants à l'époque qui essayaient de percer. Gene a fait les choses à sa manière, et il n'a jamais regardé en arrière. » En observant le déroulement des événements, Hoffman a réalisé que ce qu'il n'avait pas dit pendant toutes ces années devait être dit. Il s'est donc assis, sans filtre, pour parler de Gene Hackman, non pas de l'icône hollywoodienne, mais de l'homme qu'il avait connu bien avant le monde entier. Il était différent depuis le début, a déclaré Hoffman. Sa voix était empreinte de nostalgie. Gene était intrépide. On le voyait même quand nous n'étions personne. Se souvient Hoffman. Ils ont passé leurs premières années au Pasadena Playhouse, puis plus tard à New York, où l'attitude de dur à cuire de Hackman le distinguait des autres. Il n'était pas le genre de gars que les gens s'attendaient à voir réussir, admet Hoffman. Il ne ressemblait pas à une idole du cinéma. Il ne jouait pas le jeu. Mais bon sang, il savait jouer. En repensant à la carrière de Hackman, Hoffman a parlé avec une véritable admiration. Je pense que le truc avec Gene, c'est qu'il n'a jamais joué une fausse note. Jamais, que ce soit Popeye Doyle, Little Bill Daggett ou Lex Luthor, il vous faisait croire à chaque seconde. Il a souligné la conversation en 1974 comme une performance qui l'a particulièrement stupéfait. J'ai regardé ce film et je me souviens avoir pensé « C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de faire d'interview. » Il dit tout à travers son travail. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait des rôles qu'il aurait aimé jouer, Hoffman a ri. Tous. Mais laissez-moi vous dire que je ne les aurais pas aussi bien joués. L'une des plus grandes questions concernant leur relation était de savoir pourquoi ils s'étaient apparemment éloignés. Au fil des ans, les spéculations allaient des désaccords personnels à la jalousie professionnelle.
Mais Hoffman a rapidement écarté toute idée de querelle. « Nous n'avons jamais été ennemis », a-t-il déclaré fermement. Les gens adorent transformer les choses en rivalité. Mais ce n'était pas le cas. Nous avons commencé ensemble, puis la vie a fait son œuvre. C'est tout. Alors pourquoi ne sont-ils pas restés en contact? Hoffman a fait une pause avant de répondre. Gene ne faisait pas tout ce qui se faisait à Hollywood. Il n'allait pas aux fêtes et ne participait pas aux réunions. Si vous ne faisiez pas partie de sa vie quotidienne, vous ne faisiez pas partie de sa vie. Il était comme ça. Il a admis que, parfois, il aurait aimé que les choses soient différentes. Il y a eu des moments où j'ai voulu prendre contact. J'ai pensé à l'appeler et à lui envoyer une lettre. Mais ensuite, je me disais, « Ah, il ne veut probablement pas être dérangé. » Et c'était peut-être une erreur de ma part. Pendant des décennies, les deux hommes ont rarement interagi. Mais Hoffman a révélé qu'ils avaient eu une dernière conversation. Et c'était des années avant le décès de Hackman. Je l'ai appelé à l'improviste. Je ne me souviens même pas pourquoi. Peut-être qu'il me manquait. Hoffman a gloussé en secouant la tête. Je ne pense même pas qu'il ait été surpris d'avoir de mes nouvelles. Il m'a dit « Salut, gamin », comme si le temps n'avait pas passé. Ils ont parlé du bon vieux temps, de leurs premières difficultés et de tout ce qui avait changé. Mais ils ont surtout ri. Je lui ai dit « Gene, tu es le seul gars que je connaisse qui a pu quitter Hollywood sans se retourner. » Et tu sais ce qu'il a répondu? Il a dit « Eh bien, quelqu'un devait le faire. » Les gens se demandaient aussi si Hoffman regrettait de ne pas être resté plus près. Il a hésité avant de répondre. Oui et non. Je pense que nous avons eu notre temps et que nous nous sommes respectés à notre manière. Mais est-ce que j'aurais aimé décrocher plus souvent le téléphone? Oui. Oui, j'aurais aimé. Mais ensuite, il sourit et dit, connaissant Gene, qu'il aurait probablement juste dit « Que veux-tu que Hoffman décrive Gene Hackman en une phrase? » Il réfléchit longuement avant de finalement dire qu'il était l'homme-le, plus dur qu'il ait jamais rencontré et l'acteur le plus honnête qu'il ait jamais vu. Ces mots portaient le poids d'une vie pour un homme qui était resté silencieux sur Hackman pendant si longtemps. Il n'y avait jamais eu de rivalité ni de haine. Deux hommes seulement ont commencé ensemble, ont suivi des chemins différents et se sont respectés jusqu'à la fin. Pour Dustin Hoffman, la mort de Hackman était plus que la perte d'un vieil ami. C'était la fin d'un chapitre de l'histoire du cinéma. Interrogé sur la contribution de Hackman au cinéma, Hoffman n'a pas hésité. Il n'y avait personne comme lui. Gene n'agissait pas. Il pouvait être terrifiant. Il pouvait être vulnérable. Il pouvait être drôle.